plus particulièrement du DER par rapport à un traitement en une étape par rapport à un traitement en deux étapes. Voici mes déclarations, dont aucune n'est directement pertinente pour les conversations ici, bien que je sois consultant pour une société qui fabrique des solutions d'irrigation. Quelle est la meilleure façon de traiter ces patients? Si un patient arrive avec une plaie qui s'ouvre, ou une plaie d'où l'on peut voir du liquide s'écouler, comment le traiter au mieux en ce qui concerne l'infection? Malheureusement, nous avons tous vu ces patients. Voici un aperçu des différentes options de traitement possibles en cas d'infection périprothétique. Un patient se présente avec une IPP, et si les composants sont bien fixés ou s'il s'agit d'une infection aiguë, débridement par irrigation. S'il n'est pas bien fixé, il faut potentiellement tout enlever, et on peut le faire en une ou deux étapes. S'il s'agit d'une intervention en un temps, vous passez immédiatement à l'implantation des composants finaux. S'il s'agit d'une étape de 1 à 5, cela signifie que vous pouvez mettre un espaceur articulé, où il y a une partie métallique ici et une partie plastique ici. C'est un échange de 1 à 5, où vous revenez plus tard, à un moment plus long qu'une étape de 2, ou une véritable étape de 2, où vous enlevez tout. Vous avez du ciment ici, et puis vous revenez plus tard et vous donnez un nouveau composant. Plus tard et vous donnez un nouvel implant. En cas d'échec, vous avez alors le choix entre la fusion et l'amputation. Si nous parlons spécifiquement des genoux. Lorsqu'il s'agit d'une étape par rapport à deux étapes par rapport à d'arrêt, vous pouvez voir que la morbidité et l'efficacité, deux choses comme une procédure d'arrêt, sont plus faibles. Lorsque l'on passe à une étape, la morbidité est légèrement plus élevée, mais l'efficacité est légère ou plus élevée. L'échange en deux étapes présente une morbidité plus élevée, notamment parce que l'on subit deux procédures différentes, mais l'efficacité est plus élevée. Mais l'efficacité est supérieure. De quoi s'agit-il? Quand il s'agit de définir le moment de l'infection, il existe plusieurs classifications différentes. L'une d'entre elles est la classification de Tsukayama, où l'on trouve les types 1 à 4. Le type 1 correspond à une culture péropératoire positive, et c'est le type de patient que l'on traite généralement avec des antibiotiques par la suite. Le type 2 correspond à la période post-opératoire précoce, définie comme une infection aiguë, dans le mois suivant intervention index, ou une source hématogène aiguë avec moins de 4 semaines, ou moins d'un mois de symptômes. Enfin, le quatrième type est la période chronique tardive, après un mois et correspond à l'inoculation, généralement au moment de l'intervention chirurgicale. La classification de McPherson montre les différents types d'infections, les types systémiques, le grade de l'hôte et le grade de l'extrémité locale. Plus le chiffre ou la lettre est bas, plus le patient est en bonne santé et mieux il se portera à DER. Pour ceux qui sont encerclés en bleu, ces types d'infections ou faibles ou hautes non compromis, ou extrémités inférieures non compromises, s'en sortiront généralement mieux avec une procédure d'arrêt. S'il s'agit d'autres types d'infections, comme une infection chronique tardive, également définie comme 4 semaines, ou un hôte fortement compromis, ou un membre inférieur, ces patients pourraient mieux s'en sortir avec un échange en deux étapes. La classification de Zimmerli est une autre classification utilisée sur une période plus longue. Elle va jusqu'à 3 mois. Elle indique qu'une infection précoce se produit dans les 3 mois suivant la présentation. Et vous pouvez voir comment les patients se présentent souvent: douleur, érythème, drainage prolongé ou fièvre. En général, ces organismes sont introduits dans la plaie chirurgicale. Ces patients sont susceptibles d'être traités par un processus aigu ou une procédure d'air. Ceux qui se présentent plus tardivement, 3 mois à 24 mois après l'apparition de la douleur, s'en sortiront généralement mieux avec un échange en 2 temps ou en un temps, surtout si le patient présente un décèlement de l'implant. Vous ne pouvez pas effectuer un DER chez ces patients, et nous passerons en revue les indications et les contre-indications. Et tardive. Si le décèlement est supérieur à 24 mois, s'il s'agit d'une semence et qu'il est apparition aiguë, alors ils peuvent éventuellement bénéficier d'un DER. Sinon, l'échange en 2 étapes est une option pour les patients. La Réunion internationale de consensus s'est réunie en 2018 et a proposé une définition de l'infection de la prothèse articulaire. Le critère principal est le tractus sinusal et nos 2 cultures positives. Vous pouvez voir ici que l'IPP aiguë, UM, est définie comme étant inférieure à 90 jours. C'est donc très similaire à la classification de Zimmerli. Vous pouvez voir ici que les chiffres de la protéine C réactive, de la numération des globules blancs synoviaux et des polymorphonucléocytes sont différents de ceux des patients souffrant d'une IJP chronique, définie comme étant supérieure à 90 jours. Comment traitons-nous et examinons-nous la PJI aiguë? Elle est souvent traitée par ce que l'on appelle le DER. Nous avons entendu parler d'irrigation,
de débridement et d'échange de polyéthylène. Nous avons également entendu parler de débridement, d'antibiotiques, d'irrigation et de rétention des composants d'air. Encore une fois, vous préservez la prothèse, vous ne l'enlevez pas. L'idéal est de procéder à un échange de polyéthylène ou à un échange de composants modulaires. Qu'est-ce que cela signifie? Voici le facteur technique que vous utilisez lorsque vous commencez à utiliser la technique. C'est vrai non seulement pour l'arrêt, mais aussi pour les interventions en 1 ou 2 temps. Il faut une exposition adéquate en utilisant la cicatrice existante. Pour un genou, c'est typiquement dans la partie antérieure du genou. Pour la hanche, l'approche peut être différente. Par exemple, si le patient a une approche antérieure, vous pouvez faire cette procédure par une approche postérieure. Ou si le patient a une approche postérieure, vous pouvez faire cette procédure par l'approche antérieure. Par l'approche antérieure, vous pouvez donc changer l'approche. En général, pour un genou, on prend une cicatrice existante, et on veut avoir une exposition adéquate. Ainsi, si le patient est vraiment raide. Autrement, s'il a été infecté pendant une longue période ou s'il s'est fibrosé après l'opération, la voie d'abord typique est la voie parapatellaire médiane. Mais parfois, il est nécessaire de faire une coupe quadruple. Il est possible d'effectuer un retournement en VY. Il existe un grand nombre d'options différentes car vous avez besoin d'une exposition adéquate pour atteindre vos composants. En ce qui concerne le débridement, je procède méthodiquement. Je fais une incision, je fais une arthrotomie, puis je prends 2 pinces à lisse et je les place sur le bord ici. Et je débride littéralement tous ces tissus d'un côté. Vous pouvez voir comment, si vous inversez la rotule ici, elle est entièrement nettoyée et débridée. Vous voulez enlever autant de charges biologiques que possible. C'est ce que j'appelle l'excavation. Vous essayez d'enlever le plus possible de mauvaises choses. De l'autre côté, vous placez également les pinces à hausse et vous nettoyez autant que possible autour du tissu lui-même, et vous faites cela des 2 côtés. En général, il y a 2 personnes. Une personne s'occupe d'un côté, l'autre de l'autre, et vous nettoyez tous les tissus nécrosés, sans débrider les collatérales ou les tendons, qui sont très importants. Mais il faut que le tissu soit aussi propre que possible. Cette partie de l'opération prend plus de temps qu'une arthroplastie primaire du genou. Retirez votre composant modulaire. Voici un composant modulaire pour votre genou et votre hanche. Vous voulez retirer le polyéthylène. Pourquoi le faire? Cela vous permet d'accéder à la partie arrière du genou, c'est-à-dire à la capsule postérieure et à l'arrière du cotyle, afin de nettoyer autant que possible. Vous essayez d'éliminer le plus possible la charge biologique. J'utilise généralement un ostéotome courbé d'un demi-pouce que je place dans la partie en plastique du genou et que je cale vers l'extérieur. C'est la même chose avec la cupule acétabulaire. Je la place sur le bord et je l'enfonce. L'autre option consiste à utiliser une vis pour l'insérer. Il faut donc d'abord percer, puis mettre une vis, et ensuite la faire sortir. Mais il faut utiliser une vis pour cette perturbation physique. Il est important de perturber le biofilm, laissé sur l'implant lui-même. Comment y parvenir? Il y a plusieurs moyens de le faire. Tout d'abord, vous pouvez prendre les brosses à récurer et frotter les surfaces. Le seul inconvénient est que cela peut les rayer un peu. Il existe des brosses à dents stériles. Vous pouvez stériliser une brosse à dents et nettoyer la surface également. Il s'agit d'autres équipements qui tendent à être plus coûteux. Ils peuvent être utilisés pour la chirurgie plastique ou d'autres modalités. Mais ils agissent comme un scalpel à os ou un pic à eau, et ils peuvent nettoyer la surface. Il s'agit du lavage par impulsion. La seule chose dont je me méfie à propos du lavage par impulsion est qu'il peut pousser les bactéries dans les tissus, ce qui n'est pas très bon. C'est pourquoi beaucoup de gens utilisent le flux, où ils branchent le tube et laissent l'eau ou la solution saline s'écouler à travers, et la nettoyer. N'oubliez pas que tout cet équipement a pour but de prévenir les biofilms. Voici donc les biofilms qui peuvent se former. Il ne faut pas longtemps pour qu'un biofilm se forme. Un biofilm peut se former sur une surface métallique, dans les 24 à 72 heures. Il faut donc éliminer tout cela parce que le métal reste à l'intérieur. Procédure d'air. Irrigation. Voici ma propre solution d'irrigation. Algorithme, mais tout le monde en a une différente. J'utilise donc 3 litres de sérum physiologique. Je combine de l'iode de povidone avec du peroxyde d'hydrogène. La solution devient très mousseuse, il faut donc être capable de l'aspirer correctement. 3 litres de sérum physiologique. Hyposodium hypochlorite, également connu sous le nom de solution de Daquin. 3 litres de sérum physiologique, chlorhexidine, et 3 litres de sérum physiologique nanométrique. Dans certains établissements, il dispose d'acide acétique et l'utilise également. Voici donc mon régime. Après avoir effectué tout ce nettoyage, j'enlève tout ce qui est sale et je mets tout ce qui est propre et neuf, c'est-à-dire, je mets de nouveaux gants et de nouvelles blouses et j'utilise un nouvel équipement. Je n'utilise pas le même vieil équipement. J'ai donc 2 installations. J'ai une installation propre et une installation sale. L'équipement propre est tout neuf, pour que je puisse l'utiliser par la suite, car je ne veux pas utiliser de choses sales. Dans mon lit nouvellement nettoyé, je mets le nouveau polyéthylène. Je refais un essai. Vous n'avez pas besoin d'un essai si vous ne pensez pas en avoir besoin.
Vous pensez que la taille est la même, mais j'aime bien l'essai. Ensuite, je mets les derniers éléments. Je ferme le tout avec une suture monofilament. Ce n'est pas forcément la suture, mais c'est un exemple de suture monofilament. Il ne faut pas utiliser de suture tressée, car des bactéries peuvent s'y attacher. Pour ce qui est du pansement, j'aime qu'il soit complètement scellé, pour que la plaie puisse cicatriser, idéalement pendant 7 jours avant d'enlever le pansement. Si vous n'avez pas d'option de ce type, tout type de pansement qui empêchera le patient de toucher la plaie est une bonne chose. Quels sont les avantages d'une intervention réussie? La réussite va de 0 à 90%, ce qui signifie que, peut-être un échec à 100% ou une réussite à 90%. Et quand vous le faites, l'avantage est que moins c'est plus. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de retirer vos implants, il n'y a donc pas de perte osseuse. Il y a moins de perte de sang et, idéalement, moins de douleur. C'est donc une bonne chose. C'est techniquement plus facile. Vous pouvez voir ici qu'il est beaucoup plus facile de retirer la partie en plastique que de tout retirer. Cela prend moins de temps. Le patient est donc moins longtemps sous anesthésie, ce qui est une bonne chose, surtout pour les patients malades. Et il y a moins de morbidité et de mortalité. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une meilleure récupération, d'une moins grande insulte physiologique et d'une meilleure fonction après la chirurgie, ce qui est un avantage pour de nombreux patients. L'idée ici est que si vous avez des symptômes prolongés, et le problème est que la durée varie en fonction de la classification recherchée, 4 semaines est un délai très sûr. 4 semaines est un délai très sûr. Si vous voulez aller jusqu'à 6 semaines, si vous avez plus que cela, il faut y penser. Il ne faut pas faire de DER. Si vous avez une voie sinusale, c'est-à-dire si du liquide s'écoule, il ne faut probablement pas faire de DER, si vous n'arrivez pas à refermer la plaie. Un DER n'est pas une bonne chose car vous n'obtiendrez pas de cicatrisation et vous serez réinfecté à nouveau. Si les implants sont instables ou desserrés, il ne faut pas faire de DER. S'ils sont immunodéprimés ou s'ils ont une classification ASA, qui est la classification de l'association américaine anesthésiologiste, de 3 ou 4, ce qui signifie qu'ils sont assez malades et qu'ils risquent d'être infectés, et qu'ils sont susceptibles d'être infectés à nouveau. Alors un DER n'est peut-être pas la meilleure option pour eux, s'ils ont un pathogène très difficile à traiter, comme vancomycine, entérocoque résistant, ou staphylocoque doré résistant à la méticilline. Alors peut-être que faire un DER n'est pas la meilleure idée. S'ils ont des antécédents de DER dans l'articulation index, ce qui signifie qu'ils ont déjà essayé un DER et qu'ils ont échoué, ce n'est peut-être pas une bonne idée de le refaire. Enfin, s'ils ont déjà subi une arthroscopie DER, s'ils répondent à l'un de ces critères, vous devriez probablement arrêter et envisager de ne pas faire de DER chez ces patients, parce qu'ils risquent de ne pas bien s'en sortir. Que pouvez-vous donc faire pour ces patients? L'option qui s'offre à vous est l'arthroplastie d'échange en 2 temps. Les avantages de l'arthroplastie d'échange en 2 temps sont des taux élevés de contrôle des infections. Elle permet de ratifier avec succès jusqu'à 91% des organismes atypiques et résistants. C'est donc une très bonne solution pour les organismes résistants. Le suivi et les taux de survie sont plus longs pour les arthroplasties en 2 temps que pour les arthroplasties en 1 temps. Et encore une fois, le contrôle de l'infection est historiquement meilleur quand une étape est DER. Est toujours le traitement autonome de référence au niveau mondial en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord. L'Europe est le principal endroit où l'on pratique une étape. Qui pratique l'arthroplastie d'échange en 1 temps? Quand doit-on l'utiliser? Idéalement chez les patients septiques, c'est-à-dire très malades, médicalement dans tout le corps. Il faut donc éliminer la source de l'infection. La contrepartie est que l'intervention chirurgicale elle-même prend généralement plus de temps, et que ces patients peuvent ne pas être en mesure de la supporter. S'ils n'y parviennent pas, il faut alors procéder à un DARE. Mais dans l'idéal, on procède à un échange en 2 temps. Si la couverture des tissus mous est insuffisante, encore une fois, on procède à un échange en 2 étapes pour permettre une certaine couverture des tissus mous. S'ils sont infectés par l'organisme résistant et s'ils ont déjà échoué à un DER. Quelles sont les choses importantes à savoir? L'approche est la même. Il faut obtenir une bonne exposition. Il faut débrider et enlever tous les tissus comme nous l'avons fait avec DARE. Mais il faut faire quelque chose de différent cette fois-ci. Vous devez retirer l'ancien équipement. J'aime bien utiliser une scie microsagulaire. Il s'agit d'une très petite scie avec une lame très fine. Je veux préserver autant d'os que possible. Je place donc cette lame entre l'implant et l'interface du ciment. Il ne faut donc pas la placer entre le ciment et l'os. Vous voulez l'implant et le ciment, et vous coupez juste à l'intérieur. Après avoir coupé avec cette scie, si la scie n'est pas disponible, j'utilise un ostéotome. J'aime bien les ostéotomes d'1/4 de pouce parce qu'ils sont très petits et qu'ils permettent d'entrer dans de petits espaces, surtout pour les petits patients. C'est bien, mais c'est bien pour tous les patients. Voici donc un exemple d'ostéotome d'1/4 de pouce, à la fois droit et incurvé. J'utilise l'ostéotome court à l'arrière du genou, et cela aide vraiment. J'utilise ce type d'appareil. Dans notre établissement, on les appelle ostéotomes de la lande. Ils aident à briser le manteau de ciment. S'il y a déjà eu du ciment, il faut l'éliminer en cas d'infection. C'est pourquoi j'utilise ces ostéotomes. Cela permet de l'enfoncer dans le canal,
de briser le ciment et de l'extraire. J'aime aussi utiliser une fraise. La fraise est très utile parce qu'elle nettoie la surface et enlève tout ce que nous ne voulons pas garder, et surtout le ciment. Avec quoi dois-je le remplir ensuite? Nous avons plusieurs options. Il y a l'espaceur en ciment qui permettent de contrôler l'infection. Ils peuvent administrer des antibiotiques locaux. Ils protègent et maintiennent les tissus mous. Idéalement, ils peuvent maximiser la fonction post-opératoire. Mais tout dépend de l'entretoise utilisée. Il existe des entretoises articulées, qui sont essentiellement courbées et ressemblent à une prothèse de genou, ou des entretoises non articulées ou statiques, qui restent en place. Les taux de réinfection sont similaires, mais l'espaceur articulé offre une meilleure amplitude de mouvement. Vous pouvez voir ici un exemple d'entretoise articulée. Il s'agit d'une partie en haut et d'une partie en bas, qui se courbe. Elle maintient généralement l'espace articulaire. Ainsi, lorsque vous revenez en arrière, il est plus facile de mettre en place de nouveaux implants. Même score fonctionnel pour les patients. Même éradication de l'infection. La perte osseuse est moindre car il n'y a pas ablation. Augmentation de l'amplitude de mouvement. Mais c'est plus cher. Les implants sont plus chers pour un spacé articulé que pour un spacé non articulé, et ils peuvent se disloquer ou se fracturer. Dans le cas d'un espaceur non articulé, il faut maintenir l'espace articulaire. Les scores fonctionnels et l'éradication de l'infection sont similaires. En cas de perte osseuse, ou de problèmes liés au mécanisme d'extension, c'est-à-dire si le tendon rotulien ou le tendon du quadriceps ne fonctionne pas, un écarteur statique est idéal, car il permet au tissu mou de cicatriser et au patient de surélever sa jambe. Il est plus facile à fabriquer et plus rentable. Il existe différents types d'écarteurs articulés. Il y a le ciment sur ciment. En fait, vous créez un moule et vous le placez ici. Ces moules sont très chers. Vous pouvez créer le vôtre, mais il sera un peu plus difficile à usiner. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'un implant fémoral. Ceci ressemble à un implant tibial. Et puis, il y a barre métallique en haut et en bas qui ont administration locale d'antibiotiques. J'utilise un fil de K, une très grosse broche de Steinmann, et je l'enduis de ciment. Puis je le place en haut et en bas des zones cimentées. Les zones cimentées. Vous pouvez faire quelque chose appelé métal sur polyéthylène. Vous pouvez donc voir ici une pièce métallique, du ciment, et une tige, puis du polyéthylène. Et ils l'ont construit avec du ciment, avec une autre tige, ici. C'est donc un genou bien équilibré. L'idée est qu'il puisse fonctionner comme un genou normal, mais il y a du ciment antibiotique, qui affaiblit un peu le ciment. Les entretoises non articulées sont très utiles chez les patients présentant une infection non contrôlée, une perte osseuse, un mécanisme d'extension, des difficultés, ou des déficiences, et des tissus mous fragilisés. Voici un autre exemple d'entretoise statique où l'on met simplement un peu de ciment. Il peut bouger, ce que je n'aime pas. Un autre moyen potentiellement rentable de le faire est de prendre une broche et de l'insérer. Vous pouvez également mettre une barre de fixation en X. Si vous avez une barre de fixation en X, vous pouvez la mettre en place. Si vous avez une barre de fixation en X qui a déjà été utilisée, vous pouvez la stériliser et utiliser cette barre pour votre espaceur statique. Vous la placez le long du fémur et du tibia pour qu'elle couvre le genou. L'avantage est que l'immobilisation de l'articulation permet de réduire l'inflammation en cas d'infection grave. Mais elle réduit la fonction du membre et de l'articulation. Rappelez-vous, l'amplitude des mouvements est réduite à cause de cela. Et il y a un risque de perte osseuse. Et il est plus difficile, d'un point de vue opératoire, de passer de ce type d'espaceur à l'autre type d'espaceur. Eh bien, quelle quantité d'antibiotiques mettez-vous dans vos spaceurs en ciment? L'idée est qu'ils peuvent aller jusqu'à 3 mois d'administration locale, ce qui est bien. Il s'agit d'une élution à haute concentration, surtout au début, et elle est thermiquement stable. En général, on utilise de la vancomycine, de la tobramycine et de la gentamicine. Il faut une combinaison de médicaments efficaces contre les bactéries gram positives, c'est-à-dire la vancomycine, et les bactéries gram négatives, c'est-à-dire la tobramycine ou la gentamicine M. La tobramycine et la gentamicine sont beaucoup plus chères que la vancomycine, et elles passent toutes par les reins. Il faut donc faire très attention aux lésions rénales aiguës. Les gens votent jusqu'à 3 à 4 grammes de vancomycine et 2 ou 4 grammes de tobramycine dans chaque sac de ciment. Personnellement, j'utilise 2 grammes de vancomycine et 2 grammes de tobramycine dans chaque sac de ciment, en fonction de l'organisme. Qu'est-ce que j'entends par en fonction de l'organisme? Cela dépend de l'organisme. Cela dépend du type d'antibiotique que vous utiliserez. Voici une liste d'antibiotiques qui peuvent être utilisés, et qui vous donne la fourchette de grammes par sac de ciment. Tous ces antibiotiques sont stables à la chaleur et peuvent être utilisés dans le ciment lui-même. La daptomycine est un médicament disponible, mais elle n'est généralement pas utilisée en cas de myélite. Désolé, myosite. La cépharoxine et la clindamycine ne sont pas disponibles sous forme de poudre stérile aux États-Unis, mais elles peuvent être disponibles dans d'autres régions sous forme de poudre, et ne sont pas chères.
Ce sont des médicaments qui conviennent à la plupart des bactéries grade négatives. Vous pouvez en voir toute une liste ici qui sont, encore une fois, tous stables à la chaleur, avec différentes quantités d'antibiotiques. Nous avons également des antifongiques en option. Si vous avez une infection fongique, ils sont plus difficiles à trouver, mais ce sont les dosages qui peuvent être utilisés par sac de ciment. Quelles sont les limites de l'arthroplastie en 2 temps? Il y a une augmentation de la morbidité et de la mortalité, comme nous l'avons montré plus tôt dans les diapositives, et il y a des opérations multiples, pas seulement une, mais 2 opérations. La morbidité est réduite et il peut y avoir des contractures des tissus mous entre les 2 opérations. L'amplitude des mouvements et la fonction peuvent donc se dégrader légèrement avec le temps. Des hospitalisations plus longues. Si l'on additionne les 2 hospitalisations pour l'opération, cela coûte cher. Et entre les 2 opérations, surtout s'il s'agit d'un écarteur statique, il est vraiment difficile pour quelqu'un de s'occuper d'eux. C'est donc un lourd fardeau pour, quelqu'un d'autre que le patient. Quel est le véritable taux de réussite de l'arthroplastie d'échange en 2 temps? C'est-à-dire pas d'infection, pas de défaillance mécanique, pas d'opération. Nous pensons tous qu'il est très élevé, mais il n'est en fait que de 65%. Ce n'est pas aussi élevé que nous le pensons. Lorsqu'il s'agit d'éradiquer véritablement l'infection. L'arthroplastie d'échange en 1 temps est une autre option. Il s'agit d'une intervention unique au cours de laquelle on retire toutes les parties infectées, les débris, le tissu infecté, puis on procède à une réimplantation. Il s'agit de tout ce dont nous avons parlé précédemment, mais au lieu de fermer le patient et de revenir un autre jour, vous fermez la plaie, vous changez de blouse, vous avez de nouveaux instruments, vous préparez et drapez à nouveau, et vous recommencez à zéro. Mais vous le faites au cours de la même journée. Quelles sont les indications? Vous pouvez voir toutes les indications ici. Elles sont toutes indiquées ici. Il s'agit des cas où l'hôte n'est pas compromis. Il n'y a pas de septicémie, une perte osseuse minimale ou un défaut des tissus mous. La microbiologie est, idéalement, il ne s'agit pas d'un organisme résistant, ce qui permet d'éviter un traitement antibiotique prolongé. L'idéal est d'isoler l'organe pathogène à l'avance. Ainsi, vous savez ce que vous traitez, et vous connaissez également les sensibilités, ce qui vous permet de savoir quels antibiotiques administrer. Tous ces éléments sont relativement contradictoires à un stade donné. Les interventions chirurgicales peuvent toujours être effectuées en une seule étape, mais il s'agit de contre-indications relatives. Comment procède-t-on à un échange en 1 temps? Vous retirez tous les composants, y compris le ciment, comme vous le faites pour un échange en 2 temps. Vous effectuez un débridement, exactement comme nous l'avons fait précédemment. Irrigation. Vous pouvez faire exactement la même irrigation que pour votre échange. D'ailleurs, je fais cela pour mes échanges en 2 temps. Pour mes échanges en 1 temps. Ensuite, je prends une éponge de bétadine, je l'imbibe et je la mets dans la plaie. Puis je la recouds et je mets un morceau de pansement à iodoforme. Par-dessus, et je laisse la plaie en place. Et je quitte la pièce. Nous nettoyons la pièce. Si vous avez l'occasion d'avoir une nouvelle chambre, c'est très bien. En général, nous n'avons pas de nouvelle chambre, alors nous nettoyons la chambre autant que possible. Tout notre personnel change, nous portons des blouses neuves, nous entrons à nouveau dans la salle et nous ouvrons de nouveaux instruments comme pour le DER. Il faut disposer de nouveaux instruments à l'adresse, et revenir avec des instruments propres. On prépare le site chirurgical, on enlève le pansement, on s'assure que l'éponge est comptée et on pose un nouvel implant de révision, avec du ciment imprégné d'antibiotiques, et on referme avec du monofilament et on utilise à nouveau un pansement. Quels sont les avantages des taux comparables de contrôle de l'infection? Les taux de réinfection sont faibles et les taux de réussite sont élevés, mais ces interventions sont généralement pratiquées par des personnes qui en font beaucoup. Le séjour à l'hôpital est plus court que dans le cas d'une intervention en 2 temps. C'est moins cher, parce qu'il n'y a pas d'entretoise intermédiaire à payer entre les deux. Les résultats fonctionnels sont assez bons parce qu'il n'y a pas de période d'inactivité, et qu'il y a moins d'antibiotiques parce qu'il s'agit d'une opération unique. Vous pouvez voir ici que les taux de survie sont assez bons. Il s'agit des résultats endocliniques à 10 ans pour la hanche totale. Quelles sont les limites? Il y a un manque d'études multisites de grande envergure. Une étude est en cours et nous n'en avons pas encore les résultats, mais les résultats préliminaires montrent que l'opération en 1 temps est assez bonne. Il y a un risque accru de réinfection parce qu'il n'y a pas de délai. Lorsque des antibiotiques sont administrés sous forme d'élution de ciment pendant une longue période avant la mise en place des nouveaux implants, il se peut que l'on enlève trop de tissu mou. La méthode endoclinique consiste donc à retirer les collatéraux médiolatéraux. On pose donc une charnière chez chaque patient, et l'administration locale d'antibiotiques est limitée au moment de l'opération. Le problème est donc que dans un échange en 1 temps, on utilise généralement un ciment antibiotique disponible sur le marché parce qu'on veut qu'il soit plus solide. Dans le cas d'un échange en 2 temps, on utilise un ciment antibiotique. Il est un peu plus faible, mais ce n'est pas grave car il délivre plus d'antibiotiques. Que donne-t-on après l'opération? Des antibiotiques par voie intraveineuse. C'est une chose que vous pouvez faire. Voici différents exemples d'antibiotiques très couramment utilisés par voie intraveineuse, idéalement 2 à 6 semaines après l'opération. Les Européens le font pendant 2 semaines. Nous le faisons généralement pendant semaines ici aux États-Unis, parce que c'est la définition du traitement de l'ostéomyélite. Dans le cas de certaines maladies infectieuses, les médecins souhaitent que les patients prennent des antibiotiques par voie orale, généralement pendant 3 mois pour les hanches et 6 mois pour les genoux.
Voici des exemples d'antibiotiques oraux. Les médicaments à administrer aux patients dépendent de l'organisme présent sur le site. En conclusion, l'arthroplastie d'échange en 1 ou 2 temps constitue un bon traitement de l'infection périprothétique de l'articulation. Mais il faut s'assurer que l'on choisit la bonne chirurgie pour le bon patient. En d'autres termes, si un patient souffre d'une infection chronique depuis longtemps, une DARE ne fonctionnera probablement pas aussi bien pour lui. Si ses implants sont de nouveau lâches, un DARE ne fonctionnera pas bien pour lui. Les méthodes d'exécution de tous ces éléments sont cruciales. Quelle que soit l'approche adoptée, quelle que soit la chirurgie pratiquée, il faut une bonne exposition et un débrisement très minutieux. Il faut traiter l'opération comme une chirurgie tumorale et retirer autant que possible tout ce qui est infecté. Il faut choisir un ciment antibiotique spécifique à l'agent infectieux, ce qui est important pour le contrôle de l'infection. Des essais prospectifs et randomisés contrôlés sont en cours pour étudier ces différentes options thérapeutiques. Et nous espérons qu'ils nous aideront à nous orienter à l'avenir. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.